Bonjour et bienvenue à tous pour cette table ronde « Ordinateur quantique, la révolution de demain trouve des cas d'usage dès aujourd'hui ». Pour cette table ronde, nous allons parler de cette technologie qui est souvent perçue comme une innovation de demain et pour laquelle, pourtant, il commence déjà à y avoir des applications et des cas d'usage concrets. Autour de la table, nous allons explorer ensemble ces cas d'usage, les défis qui restent à relever et les perspectives qu'ils ouvrent pour les secteurs de toute nature. J'ai la joie d'être entourée aujourd'hui de Nicolas Soachi, cofondateur et CEO de Candela, qui est un acteur majeur du quantique en France et en Europe. Créé en 2017, Candela est même le premier acteur de la technologie photonique en Europe. Vous fabriquez et fournissez des ordinateurs quantiques photoniques et avez notamment livré le premier ordinateur quantique européen au Canada. Bienvenue Nicolas. Et j'ai la chance aussi d'accueillir ce matin pour échanger sur ce sujet Charles Praud, qui est Quantum Development Director pour Sopra Steria, acteur majeur de la technologie en Europe, avec 50 000 collaborateurs dans près de 30 pays. Et vous pilotez des développements d'activités quantiques pour les groupes en couvrant l'ensemble des géographies et des verticaux. Bonjour. Bienvenue Charles. Merci. Alors, je suis moi-même Margot Boulier, je suis responsable des programmes corporate pour BPI France, le Hub. Alors, quand on a préparé cette table ronde, Nicolas, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de faire un rappel de ce que c'est finalement que cette technologie du quantique pour les personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques minutes, et je sais que c'est un exercice complexe, ce qu'est la différence finalement entre un ordinateur quantique et un ordinateur classique, et en quoi cette technologie est vraiment révolutionnaire. Alors, sans équation. Sans équation. OK. Bonjour à tous. Des calculateurs quantiques sont des machines de calcul qui utilisent des paradigmes qui ne sont pas celui que nos portables, nos ordinateurs utilisons aujourd'hui. Donc, on travaille dans un espace, dans un monde complètement différent, le monde des particules petites, comme des photons ou des atomes ou des autres composants. Pourquoi ils sont importants? Parce que des ordinateurs quantiques permettent de résoudre des calculs que des ordinateurs quantiques d'aujourd'hui ni celui de demain ne pourront jamais résoudre. Donc c'est un changement de paradigme, ce n'est pas un remplacement des machines d'aujourd'hui, mais c'est complémenté pour des cas d'usage qui aujourd'hui ne sont pas sur la main des supercalculateurs. Okay? Par exemple, fabriquer une molécule, aujourd'hui, un ordinateur classique n'arrive pas. Il y a plein d'approximations parce que la molécule habite dans un monde qui est quantique. Donc on utilise des ordinateurs quantiques pour les simuler et donc créer des batteries plus performantes, des médicaments plus précis qui donc ils ont moins d'effets collatéraux qui sont précis pour certaines maladies. Donc ça, c'est les ordinateurs quantiques qui tout le monde essaie de fabriquer parce que l'impact va être gigantesque. Ça va être une révolution plus forte de celui de l'IA parce qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on peut faire. Ce sont des ordinateurs qui n'ont pas d'erreurs, donc sont parfaits. Aujourd'hui, les ordinateurs, ils ont des erreurs, mais ils ont toujours des cas d'usage qui se combinent avec des machines qui sont classiques. Okay? Donc, des ordinateurs parfaits sont universels. Les ordinateurs d'aujourd'hui marchent comme des FPGA, sont design pour des cas d'usage spécifiques. Ok, c'est très très clair. Merci beaucoup Nicolas pour cette première éclairage. Et alors maintenant finalement, Charles, puisque c'est ton quotidien et ton métier chez Sopra Steria, quels sont les cas d'utilisation quantique sur lesquels vous travaillez ou que vous explorez actuellement chez Sopra Steria? Ouais. Alors, en premier lieu, en fait, je vais d'abord dire les grandes familles d'usages que nous avons sur lesquelles nous travaillons. Donc, la première famille d'usages, c'est la simulation. Donc, la capacité d'évaluer des millions ou des milliards d'options quand il s'agit de simuler un système extrêmement complexe. Le deuxième usage, c'est l'optimisation.
quand il s'agit d'optimiser des ressources pour améliorer les opérations de nos clients. Et le troisième grand usage, c'est la cryptographie. On envisage que le calculateur quantique puisse craquer les systèmes de cryptologie dans un horizon de 5 à 10 ans. Et donc, on accompagne nos clients à anticiper ce problème et à s'en prévenir. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grandes familles d'usages. Maintenant, concrètement et de façon tangible, on a 7 projets sur 5 verticaux différents. Un premier projet dans les télécoms, où le propos est de comment mieux équilibrer le trafic, la charge d'un réseau sur l'ensemble d'un réseau mobile, de telle sorte à en améliorer la résilience, et par là même d'être capable d'accueillir plus de clients sans avoir besoin d'investir dans de nouvelles capacités. Donc ça, c'est des impacts qui sont énormes. Dans le spatial, nous avons 3 projets, 2 déjà développés et 1 en cours, avec le CNES. Donc le premier, c'était du Quantum Learning Machine pour la reconnaissance de patterns dans des images satellitaires. Un deuxième cas d'usage avec eux a été d'améliorer la trajectoire des fusées de telle sorte de diminuer la charge en carburant et donc d'augmenter la charge utile et donc la charge vendue. Et le troisième cas d'usage, qui est celui qui fait le plus rêver dans la chimie, qui est l'estimation de la concentration en dioxyde de soufre dans les exoplanètes. Donc ça, c'est sur le spatial. Si je passe du spatial au transport, on a travaillé avec la SNCF et Candela sur un cas d'usage pour optimiser le matériel roulant en fonction de contraintes techniques à finalité d'améliorer le service, d'augmenter le service. Du transport, je vais passer à la défense. Donc à la défense, on a implémenté un algorithme hybride de cryptologie post-quantique dans un de nos produits en suivant les recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Et puis pour finir, nous travaillons à l'heure actuelle pour le secteur financier avec plusieurs clients pour améliorer les techniques d'évaluation de risque, notamment celles qui sont embarquées dans le bilan des banques ou des assurances. Voilà. Merci Charles. Je pense que ça éclaire vraiment la diversité des secteurs d'activité qui peuvent aujourd'hui être bénéficiaires de cette technologie et commencer à projeter des usages. Personnellement, j'en vois un. Sur certains arrondissements de Paris, on sent que le réseau est quand même vraiment, vraiment saturé. Et ton premier exemple avec les télécoms pourrait largement bénéficier de ces expérimentations. Je l'espère. On va faire un zoom maintenant sur la maturité de la technologie et l'accès aux outils, puisqu'on est sur une technologie qui est encore en développement. Il y a des choses qui peuvent être faites aujourd'hui grâce au quantique ou qui peuvent être testées, et puis d'autres choses qui nécessitent encore un petit peu d'expérimentation, un petit peu de temps. Alors finalement, première question, les algorithmes quantiques sont-ils aujourd'hui accessibles et utilisables? Et là, je m'adresse vraiment à tous les deux, puisque vous allez avoir une vision, je pense, assez complémentaire sur ce sujet. Oui, donc ils sont utilisables. On a des machines dans les clouds, des vraies machines, des vrais calculateurs qu'on peut programmer pour faire des tests et donc chercher des implémentations dans des algorithmes et des cas d'usage concrets, avec des données industrielles qui soient pour la classification d'images, pour optimiser des trains ou les drones dans des zones sous contrôle. Donc on les a, et chez Candela, on a choisi de mettre à disposition tout de suite des machines qui ne sont pas parfaites, qui ont des erreurs, comme la plus grande partie des machines des calculateurs quantiques disponibles dans le monde, mais justement les mettre à disposition pour laisser la communauté explorer et trouver eux-mêmes ces cas d'usage. Et on a fait 3 choses. On a fabriqué des machines, on les a mis sur les clouds. On était les premiers en 2022 depuis l'Europe à ouvrir un cloud ouvert pour les chercheurs privés, académiques, et fournir déjà des algorithmes pour aider les développeurs d'IA, pas experts du quantique, et intégrer des process quantiques dans des modèles d'IA pour la classification d'images, pour la génération de données synthétiques.
mais sans besoin de programmer des qubits, sans besoin de mettre les mains dedans. Et ça, on l'a fait justement pour se donner nous-mêmes la possibilité de travailler avec une grande communauté, 10 000, on va dire, experts il y a en Europe par rapport à un millier d'experts quantiques en Europe, pour eux-mêmes développer les cas d'usage qu'on peut après nous utiliser avec des partenaires industriels. Et ça suit le travail que NVIDIA a fait dans les années 2000, parce qu'avec leurs machines hardware, des GPU, des cartes graphiques, ils ont construit tout de suite un software, ils ont donné dans les mains des chercheurs, et c'était des chercheurs en Canada avec lesquels on travaille aussi, qui ont trouvé comme encoder des réseaux neuronaux sur des GPU. Et là, après, on a notre ChatGPT et toutes les grandes innovations qu'on a aujourd'hui. Ce n'était pas NVIDIA à le faire, c'était la communauté. Donc nous, on suit le même process, on met tout à disposition pour aider la communauté à nous aider et nous aider aussi avec côté des partenaires et des cas d'usage concrets industriels. Et donc vous adressez à la fois le hard, le soft et tout ça en open source. Tout ça en open source, okay. Exactement. Passionnant. Du côté de Charles, toi aussi, tu as une vision sur cette question des algorithmes. Moi, peut-être paradoxalement, je trouve que la maturité de l'écosystème est extrêmement avancée. Donc, contrairement à ce qu'on a pu connaître avec l'informatique traditionnelle, où on a vu dans les années 60 les premiers calculateurs, ils étaient à lampe, d'où le terme de bug, hein, et puis après les transistors, etc. Aujourd'hui, on vit dans un paradigme où on accède au software au travers d'API qui sont hébergés par dans le cloud. En fait, l'écosystème du quantique s'est déjà projeté à ce niveau de service. C'est-à-dire qu'on a un grand nombre de constructeurs qui mettent au point des calculateurs quantiques avec des QPU, donc Candela avec le photonique et puis d'autres avec d'autres technologies. Il y a pas mal de technologies qui sont explorées. Certains constructeurs, comme Candela, ont une approche full stack, donc proposent au-dessus de l'operating system qui gère la QPU des librairies, mais on a aussi des éditeurs qui viennent et qui proposent déjà des librairies sous la forme d'API que l'on peut après exécuter sur différents types de calculateurs. Nous avons un grand nombre de cloud providers qui ont pris le sujet à bras-le-corps et donc au travers d'un accès réseau, on a la possibilité de choisir plusieurs types de matériel et donc de pouvoir en fait en paiement à l'usage, de pouvoir faire fonctionner un programme quantique sans avoir la nécessité d'acheter une machine qui, aujourd'hui, la plupart des clients n'ont pas la capacité financière de le faire maintenant. Le dernier maillon, c'est les ESN, des entreprises comme Soprasteria, qui font la glue entre les clients finaux et les fournisseurs de technologies primaires, hard, soft, où nous, on travaille à traduire les problèmes métiers, les exprimer mathématiquement et puis trouver les sujets qui peuvent être mieux adressés par l'algorithmie quantique que par l'algorithmie traditionnelle. Et donc, c'est déjà extrêmement bien avancé. Alors certes, on attend avec impatience que les calculateurs arrivent à, je dirais, aient plus de qubits qu'ils n'ont encore, avec une meilleure stabilité, parce qu'on touchera l'avantage quantique. Et il y a pas mal d'annonces qui ont été faites par beaucoup de constructeurs. Donc on est extrêmement positif que si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Donc réellement, notre préconisation, c'est de démarrer maintenant. Et l'autre point d'amélioration, et je pense que c'est pour ça que Candela a investi, on manque encore d'algorithmes. On n'a pas encore un portefeuille d'algorithmes pour résoudre les grands problèmes de SIM et d'Optim tels qu'on l'a dans l'algorithmie traditionnelle. Donc là, voilà, il y a deux... Mais tout le système s'est mis en place. Tout le système s'est mis en place et donc c'est une sorte de rouleau compresseur qui est lancé. C'est superbe. Et donc, voilà, quand ça va basculer,
en fait, tout sera prêt. Et donc, ceux qui auront un peu anticipé le sujet seront les gagnants. Oui, donc si je résume, finalement, on a une technologie qui, mine de rien, est assez mature, avec un écosystème qui commence à être prêt, à être structuré, mais on n'est pas encore à ce niveau de maturité ultime que tu décris, qui serait celui d'avoir des algorithmes déjà sur étagère, quasiment. C'est paradoxal, en fait. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que quand on identifie un cas d'usage, déjà, on essaye de le résoudre en IA et en algorithmie traditionnelle. Et on fait même ce qu'on appelle un brute force ou un algorithme glouton pour avoir ce qui donne le meilleur résultat dans le temps maximum. Mais au moins, on a un point de repère. Et derrière, après, on explore l'algorithmie quantique. Et aujourd'hui, évidemment, on n'a pas encore de calculateur suffisamment large, avec suffisamment de qubits pour mettre le problème du client en entier. Mais on essaye de détourer le problème et d'en faire en fait un sous-ensemble de telle sorte que l'on puisse valider, démontrer que le problème est solvable par l'algorithmie quantique. Et là, on voit, ça tourne sur les machines, donc c'est extrêmement excitant pour les ingénieurs qui le font. Et en même temps, on voit, en le comparant aux différents émulateurs, on voit que les machines sont encore sensibles à la décohérence quantique, sont pas encore parfaites pour pouvoir passer à l'échelle, mais on n'est vraiment pas loin, quoi. Alors, si je peux rajouter quelque chose, Bien sûr. L'effet qu'on n'a pas encore tous les algorithmes, en fait, c'est la partie excitante. On n'a pas encore trouvé nos chat GPT quantiques. Donc, il faut chercher, on sait qu'est-ce qu'on peut faire, mais peut-être que l'application plus impactante et plus court terme, c'est là encore à être trouvé. En deuxième, les machines d'aujourd'hui sont limitées, on est les premiers à dire, et on partage nos roadmaps avec nos partenaires et nos clients pour se transposer sur qu'est-ce qu'on peut fournir dans 12, 16, 18 mois pour qu'eux-mêmes arrivent à définir leur trajectoire interne, les budgets, la roadmap, les équipes. En plus, qu'est-ce qu'on fait? C'est de mettre à côté des machines bruitées d'aujourd'hui des émulateurs. Donc, on utilise AWS, OVH, Scaleway et toute la puissance des calculs parallélisés des GPU pour émuler des machines quantiques plus grosses de celui qu'on a aujourd'hui. Et clairement, là, ça nous amène exactement au moment où on sait qu'on ne peut pas émuler plus loin, et ça va être nos machines quantiques qui vont reprendre la suite. Donc, on teste des calculs et des algorithmes de cas d'usage aujourd'hui, et on met un point. On utilise l'émulateur, on les pousse plus loin, et on sait que la machine quantique va continuer la trajectoire. Donc, les cas d'usage des métriques identifiés aujourd'hui avec un benchmark rigide, ça nous permet d'extrapoler cette courbe et de dire cet algorithme, il faut le mettre en priorité. L'autre, non, mais on va chercher. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Si on fait un zoom maintenant sur l'état du marché en tant que tel, parce que vous êtes en train de développer finalement de nouveaux usages, une nouvelle technologie, il y a besoin de talent pour tout ça. Il y a besoin donc de formation. Où est-ce qu'on en est sur ce marché-là? Est-ce qu'il y a une pénurie? Est-ce qu'au contraire, il y a pléthore de profils qui toquent à vos portes respectives? J'imagine en plus que ce ne sont pas les mêmes profils qui viennent vous voir. Donc comment est-ce que vous ressentez aujourd'hui cette tension sur le marché des talents et des ressources? Il y a besoin beaucoup des experts, et la partie intéressante d'être full stack, c'est qu'on peut vraiment taper dans toutes les expertises. Donc, au début de la société, on était 50-60% des experts avec une thèse. Maintenant, on arrive à intégrer des ingénieurs qui sont experts dans l'électronique, dans la photonique ou dans l'IA, qui n'ont pas une thèse, et donc on arrive à toucher une plus grande partie des talents qui peuvent nous rejoindre l'aventure, justement parce qu'on a fait le travail de créer déjà des solutions et des produits. Donc oui, c'est difficile. Il y a une grande compétition, surtout à Paris, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui travaillent, mais c'est aussi la partie intéressante parce qu'il y a, comme les Américains en Silicon Valley disent, il y a la cross-pollination, quelqu'un qui prend l'expertise là et après bouge
permet de garder la propriété intellectuelle, les connaissances, localement. Et ça, c'est une partie intéressante. Donc, si on arrive et on se partage les talents, c'est en fait une richesse qu'on doit garder. Oui, il y a sans doute un vrai bassin de talents qui est en train de se construire à Paris pour répondre à tous ces enjeux au sein des sociétés qui travaillent sur le quantique. Et de ton côté, Charles, chez Sopra Steria? Alors, chez Sopra Steria, donc là, je vais parler, je représente la communauté des cabinets de conseil et des intégrateurs de solutions. Paradoxalement, nous n'avons pas la même tension. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, on a une activité où on développe des algorithmes. Donc là, effectivement, il faut des algorithmiciens, mathématiciens, ayant aussi des compétences en physique pour, je dirais, bien designer ces algorithmes. Mais disons que si on se projette à un environnement où on aura accès à des librairies d'algorithmes au travers d'API, exactement comme on est à l'heure actuelle sur les algorithmes traditionnels. Aujourd'hui, quand on a un problème à résoudre, on invente rarement un nouvel algorithme. Quand on rencontre un client, on ne dit pas on va lancer une recherche et on revient peut-être dans 10 ans. Non, on a le problème, on fait l'état de l'art, on regarde ce que nous avons à disposition et on assemble une solution avec les algorithmes existants. C'est comme ça qu'on fonctionne dans, je dirais aujourd'hui, la simulation et l'optimisation sans le quantique. Bon, on va faire pareil avec le quantique. Aujourd'hui, c'est déjà ce qu'on fait quand on travaille avec Candela. On va accéder à la stack de Candela et des algorithmes qui sont sur étagère. Notre métier va être plutôt de prendre le problème métier, qui est extrêmement compliqué, de le décomposer, dans chacune de ces sous-problèmes décomposés, de trouver la meilleure façon de le résoudre. Certains n'ont pas besoin du quantique. Et puis, à un moment, en fait, on trouve un point dur pour lequel l'algorithmie quantique va être nécessaire. Et donc là, on balaye ce qui existe. Des fois, on ne trouve pas exactement l'algorithme qui nous convient. Alors des fois, on tourne le problème différemment pour le faire rentrer dans un algorithme existant. C'est un peu le travail au quotidien. Donc nous, on a plusieurs centaines d'ingénieurs qui font ça au quotidien, la sim et de l'optime dans l'industrie. Et donc c'est leur métier. Et paradoxalement, ils ont beaucoup de facilité à passer sur la programmation quantique. Donc, c'est une bonne nouvelle. On a bien travaillé. Oui, tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Évidemment, il y a un gros travail à faire, comme dans l'algorithmie classique, en fait, de chercheurs qui vont inventer des nouveaux algorithmes. Et ça, c'est normalement pas le métier d'un cabinet de conseil ou d'un intégrateur, qui, lui, normalement, intègre la tech qui est disponible sur étagère et fait une sorte de Lego pour servir le besoin de son client. Peut-être je peux donner quelques chiffres sur ces travaux d'exploration d'algorithmes. On a fait un task force de quelques mois l'année dernière pour être sûr de sortir, soulever et regarder sur tous les pierres s'il y avait les bons algorithmes. Là, dès qu'on a lancé ces plateformes d'exploration pour la communauté, ça s'appelle Merlin, Merlin, on a fait dans un mois cet été un balayage de tous les papiers sur l'hybridisation quantique IA et on a redéveloppé avec ces plateformes une vingtaine de papiers. On a trouvé déjà 3 algorithmes à très haut potentiel. Donc on a vraiment cherché dans la littérature et avec ces machines, ces outils d'exploration, maintenant on rapproche ces activités de recherche et on optimise de façon vraiment gigantesque. Donc la plateforme Merlin, et ce document, vous l'avez publié, il est accessible via cette plateforme ou il est accessible via votre site? Il est accessible sur la plateforme et on est en train de créer un site qui va benchmarker tous ces algorithmes quantiques mais hybridisés IA, comme la communauté IA fait sur tous les algorithmes d'IA. Donc il y a un travail d'auto-benchmarking pour sortir... et pour nous, pour la communauté et pour les partenaires, les bons algorithmes qui on sait qui marchent déjà bien en général et qui marchent mieux sur la plateforme photonique. Donc là, on récupère des papiers scientifiques de l'université qui utilisent IBM ou de l'université qui utilisent nos machines. Nous, on les remodélise sur nos machines et on regarde, on dit,
Est-ce que c'est potentiel pour nous? Est-ce qu'on optimise? Oui, non. Et alors là, ça sort, ça rentre en production et ça devient un outil d'utilisation pour des cas d'usage. Donc, vous l'aurez compris, c'est une technologie qui est en plein boom, en plein développement. On est en train de définir finalement les règles du jeu avec des partenaires qui s'allient pour identifier ce qu'on peut faire, ce qu'on va pouvoir faire aussi dans l'avenir autour de cette technologie. Clin d'œil pour les talents qui sont dans la salle et qui réfléchissent à leur avenir professionnel demain. Vous avez ici une filière, un secteur qui est en plein développement et qui cherche des cerveaux, des talents, des personnes qui sont prêtes à aller relever ces défis, qui ont l'air absolument passionnants. Alors si maintenant on refait un petit point sur les ingrédients nécessaires, ceux qui sont déjà présents peut-être dans l'écosystème, et puis ceux qu'il faut encore aller chercher quand on est un partenaire, quand on est un corporate, quand on est un client potentiel, qu'est-ce qu'il faut pour réussir à préparer cette révolution du quantique? Je peux donner parce que je suis peut-être au carrefour en fait de cet écosystème. La première chose, il nous faut des clients. Et donc, ce qui est important pour eux, en fait, c'est d'explorer le potentiel du calcul quantique sur leur cœur de métier, ce qui est l'essence même de leur entreprise ou de leur organisation, et d'identifier si le calcul quantique aura ou pas un impact disruptif sur leur avenir. À partir du moment où on a identifié ça, il faut lancer la machine, et donc on a besoin en fait des clients. Mais donc il y a ce passage-là un peu délicat parce qu'il n'est pas évident. Toujours le diable est toujours dans le détail. Mais une fois qu'on a fait ça, et il y a un très bon exemple avec la DGA française, la Direction Générale des Armées, qui a lancé le programme Proxima, consistant à la réalisation de 2 calculateurs à tolérance de panne de 128 qubits. Et ils ont, pour 2 constructeurs, en présélectionnant 5 constructeurs, donc Candela, 5 constructeurs français. Candela, Pascal, Alice and Bob, c'est 12 Ecobli. Donc on a la chance, la France est vraiment un des pays leaders dans le monde dans le calcul quantique. Mais là, on voit bien, en fait, une impulsion qui est donnée, et on a besoin des clients. Donc ça, c'est la première chose. Après... Alors, si je peux me permettre juste une petite question intermédiaire, du coup, pour que ces clients s'identifient eux-mêmes comme de potentiels clients, est-ce que tu as une recommandation? Quelle est l'étape clé qu'il faut franchir pour savoir si finalement le quantique est quelque chose d'intéressant pour nous? Alors moi, j'ai 2 clés de lecture en fait. Soit votre organisation ou votre entreprise a une grosse activité de recherche. En fait, quoi de mieux que la simulation pour accélérer le progrès de la recherche, parce qu'à la place de faire une maquette d'un avion pour le mettre en soufflerie, en fait, par le numérique, et avec une accélération gigantesque par le quantique, on va pouvoir évaluer des millions d'options possibles et trouver quelques pourcentages d'amélioration, mais ces quelques pourcentages peuvent avoir un effet déterminant sur votre compétitivité. Donc déjà la R&D, si vous avez de la R&D, c'est maintenant qu'il faut y aller, parce qu'en général, en plus, c'est des cycles. Les générations, en fait, c'est sur des pas de 10 ans. Le temps d'intégrer une nouvelle technologie sur un pas de 10 ans, il suffit que votre prochaine grande version est dans 5. Si vous ne partez pas maintenant, ça veut dire que vous visez dans 15 ans. Vous voyez la chose? Ça, c'est pour la... C'est la technologie et les talents. Oui. Parce que les talents, sinon, arrivent chez nous. Oui. Donc la partie R&D, et l'autre partie, c'est si votre organisation, votre opérateur, votre entreprise a à gérer un grand nombre de ressources. Des millions de ressources. Dans ce cas, en fait, toutes ces organisations-là ont pour objectif d'optimiser l'usage de ces ressources pour pouvoir rendre un meilleur service. Et donc là, on a tout le sujet de l'optimisation. Et en fait, toute grande entreprise a nécessairement, que ce soit des trains, des employés, des outils de production, de la supply chain, etc. Les sujets, en fait, sont absolument sans limite. À partir du moment où ils avaient beaucoup de ressources,
ça introduit une combinatoire très complexe, très grande pour l'optimiser. Et en ce cas, il y a un potentiel, une vraie opportunité pour le calcul quantique, en fait, de disrupter votre marché et de prendre un avantage auprès de vos confrères et néanmoins concurrents. Merci beaucoup. Alors, si on en revient à cette question un peu plus large, par quoi on passe finalement pour ne pas louper cette révolution du quantique? Tu as parlé des clients, de comment est-ce qu'ils peuvent s'identifier. Il y a aussi un écosystème à mobiliser. Est-ce que l'un de vous veut dire un mot sur l'importance et le besoin de mobiliser cet écosystème et ses partenaires au sens large? Oui, donc on a parlé des utilisateurs. Il y a un gros partie des recherches et des universités académiques qui dans le monde développent et travaillent. Donc nous, on est très proches. Les clouds, ces plateformes Erlang, c'est pour eux. Donc on reconnaît la puissance et les besoins de continuer à travailler avec eux. Deuxième chose qu'on n'a pas encore trop évoquée, c'est les intégrateurs côté cloud, côté HPC, donc les supercalculateurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont après mettre à disposition l'infrastructure nécessaire pour intégrer des machines de plus en plus larges, corrigées par les erreurs. Ce sont des machines qui vont prendre l'espace de ces pièces au plus. Donc ce travail doit être fait aujourd'hui et ces intégrateurs recherchent des fournisseurs de calculateurs pour apprendre aujourd'hui à faire ces schémas. Donc, il y a un schéma côté cas d'usage et il y a un schéma côté intégration, qui soit hardware, comment je gère des refroidissements cryogéniques, comment je connecte mon API quantique à l'API classique des GPU, comment je sécurise un cloud. Et ce travail, c'est un autre gros travail qu'on fait avec eux, encore une fois, pour montrer un roadmap et montrer comment on peut faire scaler, mettre à l'échelle des grandes machines à partir de l'infrastructure et pas créer un chemin à côté. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que sans les intégrateurs cloud et HPC, on va arriver à un mur. On ne peut pas nous-mêmes se projeter sur ces capacités de fournir ces puissances. OK. Et au-delà de ces intégrateurs et de ces acteurs, est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous identifiez comme nécessaires dans leur mobilisation, dans leur soutien? Alors, il y a les cloud providers, j'en ai déjà parlé, mais je le rappelle par rapport à cette question. C'est important. Parce aussi, que le paradigme du cloud, c'est la mutualisation des ressources. Et à partir du moment où on mutualise les ressources et on peut avoir un accès et un paiement à l'usage, en fait, on diminue la barrière à l'entrée sur le coût. Et donc, on facilite en fait l'expérimentation et l'essai de ces technologies par les clients. Donc, les cloud providers vont avoir un rôle très important pour démocratiser l'usage du quantique. Et puis après, alors je vais être... comment dire, nombriliste un petit peu, mais disons que nous, on amène ESN, cabinet de conseil et intégrateur, en fait, on amène deux choses. On amène cette capacité, puisqu'on est en relation avec nos clients, on connaît leur métier. C'est-à-dire, là, je parle pas de tech, je parle de métier, comment on déploie un réseau 5G, comment on maintient une centrale nucléaire, comment ces problématiques métiers, on les traduit, on y trouve des usages. Donc ça, c'est un rôle important de notre part. Un deuxième rôle important de notre part, en fait, c'est la mise à l'échelle. C'est-à-dire que les constructeurs de calculateurs quantiques où les éditeurs, en fait, ne peuvent pas tenir la main à l'ensemble des clients qui pourraient utiliser. Et donc, c'est là où il y a un rôle des ESN important dans le passage à l'échelle, parce qu'on va être capable, nous, de prendre en charge, absorber cette demande et y répondre favorablement. Parce que si, en fait, il n'y a pas ces entreprises-là pour justement répondre à la demande, eh ben, on va, je dirais... tuer dans l'œuf cette opportunité. Ok. Et vous aviez mentionné aussi cet enjeu, finalement, aujourd'hui, vous l'avez mentionné, on est sur une technologie qui a une bonne place, notamment sous le drapeau français, sous l'égide européenne. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette place
prédominante sur le marché international? Est-ce qu'il y a des acteurs aussi qui doivent venir en soutien de ce marché? Est-ce qu'il y a des ingrédients nécessaires pour réussir à faire valoir cette expertise que nous sommes en train de développer aujourd'hui? Il faut oser. Il ne faut pas attendre qu'il y en ait un danger en face de nous pour agir et pour se mettre au quantique. Il y a plein des partenaires qui nous disent en fait, aidez-nous parce que mon gouvernement, mes industriels pensent que les quantiques c'est loin et eux vont agir seulement s'il y a un danger. Bon, ça, c'est pas la façon plus intelligente de faire parce qu'on arrive toujours tard. Et encore une fois, on se retourne vers les États-Unis. Eux, ils sont les premiers à viser loin et ils sont encore là en avance des phases. Donc, comment on peut éviter de trouver en face à mur? Il faut créer des partenariats à l'étranger. Et c'est une chose qu'on fait depuis 2 ans à l'échelle internationale pour aller à toucher des partenaires locaux, qui soient intégrateurs, qui soient des fournisseurs cloud, qui soient des universités, et faire pousser des travaux, des talents, des cas d'usage dans nos zones géographiques. Et on fait ça à Singapour, on fait ça en Corée, on fait ça en Canada. Donc, livrer une machine, les mettre à disposition pour la communauté, installer nos plateformes de calcul et la mettre à disposition des chercheurs, ça fait créer ces sauces qui va aussi motiver les gouvernements pour reprendre et donner plus d'élan, aider aussi les entreprises à taper dans les ressources, qu'ils soient infrastructure, qu'ils soient software, qu'ils soient recherche. Et donc, on identifie des hubs où il y a des plans quantiques, où il y a des gros chercheurs qu'on connaît, qui utilisent nos machines. On va trouver des partenariats, on déploie une machine. Donc, l'importance d'avoir une machine, ça attire les talents, ça montre que c'est vrai et ça change tout. Et donc, ces stratégies, on pense que ça va nous permettre de paralléliser nos efforts et augmenter la probabilité de sortir de nouveautés et des breakthroughs technologiques. Donc, en fait, vous mixez une approche sur cette technologie de pointe d'open source et de hub. Vous êtes en train de travailler sur les 2 pans pour avoir des zones de compétences et d'expertise qui se développent de par le monde et dans lesquelles, finalement, vous serez présent. Exactement. Okay. Et taper sur les talents qu'on ne peut pas toucher seulement ici. Bien sûr, bien sûr. Alors finalement, est-ce que vous avez un dernier mot sur les ingrédients, les éléments qui sont nécessaires pour réussir cette révolution du quantique ? J'ai l'impression qu'on a déjà tout dit, donc je vais un peu, malheureusement, peut-être répéter ce qui s'est déjà dit. Je suis d'accord avec Nicolo, en fait, la France n'a pas, quelque part, si vous regardez le top 10 dans les calculateurs, le top 10 des cloud providers dans le monde, etc. L'Europe n'est pas nécessairement aujourd'hui, n'a pas de grands champions, peut-être à l'exception des ESN, où là, en fait, on a quelque chose. Donc, c'est le rôle que nous, on s'est donné, parce qu'on a investi dans Cantonation il y a 3 ans. On a investi dans Alice & Bob cette année. En fait, dans les leaders du numérique en Europe, c'est plutôt sur l'intégration. Même s'il y a des très belles entreprises dans le cloud et dans le logiciel, mais quand on compare avec les États-Unis, par contre, cette intelligence collective que l'on crée au travers des hubs, ce qu'a fait la DGA encore sur l'aspect militaire, etc., permet globalement, en fait, de créer des pôles de compétitivité qui vont tirer le quantique par thème. Et donc, c'est probablement la voie que l'on a, l'originalité que l'on va avoir en Europe pour pouvoir, je dirais, développer cette technologie et en impliquant tout le monde, les clients et les fournisseurs en même temps, quoi. Un peu, je dirais, différemment que ce qui est fait de l'autre côté de l'Atlantique, où là, on a des acteurs pure tech qui, quelque part, avancent tout seuls et après vont voir les clients, quoi. C'est très clair, merci. Donc, finalement, se mettre collectivement en ordre de marche. Oui. Merci beaucoup pour ces différents éclairages. Je vais maintenant me tourner vers la salle. On a encore quelques minutes pour des questions.
que vous pouvez adresser à nos 2 speakers de la journée. Donc, est-ce qu'il y en a certains qui ont des questions à poser? Et on va vous apporter un micro. N'hésitez pas. Oui, monsieur. Alors, attendez, j'arrive. Ah non, c'est bon. On en a un quatrième. Super. Le micro vient à vous. Alors déjà, bonjour à tous. J'avais une question concernant si on veut se former au quantique, comment ça fonctionne? Comment on peut se former? Parce qu'en fait, moi, je suis tout nouveau dans la tech et je veux me former au quantique. Comment ça se passe? Déjà, chez vous, en entreprise, est-ce que vous formez tous vos collaborateurs ou comment ça se déroule exactement? Oui, nous, on a créé sur notre site une plateforme qui s'appelle Training Center et Quandela Hub. Et c'est 2 plateformes avec beaucoup de content qui sont faits exactement pour ces parties d'entraînement. Entraînement pour les écoles. Donc, on participe à des masters chez des universités dans le monde ou des formations pour des experts techniques dans des entreprises. Donc, on peut vraiment les mettre déjà dans les mains, les outils pour comprendre qu'est-ce que c'est le quantique, c'est programmer, qu'est-ce que ça veut dire, faire des ports logiques. Et après, on sort, on rentre dans des cas d'usage. Comment on peut utiliser une librairie? Comment, avec une programmation Python, on programme du quantique? Donc, c'est disponible pour tout le monde, on va dire, et pour nos partenaires qui, après, rentrent dans des accompagnements privilégiés où ils rentrent en contact avec nos partenaires académiques pour justement partager cette expertise. Donc nous, on a une plateforme et je pense qu'IBM a un autre, et pas beaucoup. Ils se tournent vers aussi les nouveaux qui veulent apprendre. Est-ce que tu peux nous mentionner quelques partenaires académiques que vous avez à vos côtés sur ces sujets de formation? Quelques-uns. Non, ou ça peut pas être exhaustif. Oui, bien sûr. Alors, j'essaie de mentionner un par pays. Donc, CNRS, C2N, Centrale Supélec, Université technique de Montréal, KAIST, c'est un institut type CNRS en Corée, Centre Quantum Technology à Singapour, l'Université de Singapour. On a des utilisateurs dans la zone de Boston, à US. Nous manque l'Inde. Donc, c'est les prochaines. Et bien sûr, en Allemagne, l'Université de Paderborn ou l'Université de Munich, où on est aussi présent. En Italie, l'Université de Rome, la Sapienza. Je m'arrête là. Ça en fait déjà pas mal. Donc, je pense que là, vous avez de quoi aller explorer en rentrant chez vous ce soir pour tous les sujets de formation. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces informations. Merci à vous. Il y a une autre question par ici. Bonjour, merci beaucoup. C'était super intéressant. Moi, j'ai une question concernant les cas d'usage dans la transition écologique. J'imagine au niveau énergétique, est-ce que ça peut nous aider et autres, si vous avez. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous demander une précision sur le secteur ou la nature des énergies dans lesquelles vous travaillez aujourd'hui? Parce que j'imagine que vous êtes sur ce milieu-là. Oui, moi je ne suis pas exactement sur ça, mais je suis plus sur le biomimétisme. Okay. Je ne sais pas s'il y a un petit lien qui pourrait se faire. Et donc au niveau de la transition énergétique, écologique au sens large, est-ce qu'il y a des cas d'usage que vous êtes en train de craquer? Il y en a plein. En fait, il y a d'abord la capacité à faire autant qu'un HPC, mais en consommant beaucoup moins d'énergie. Donc là, on espère beaucoup du calcul quantique pour diminuer la consommation. Mais en fait, la partie immergée de l'iceberg qui est énorme, en fait, c'est les gains que l'on va avoir par le résultat de ces calculs. J'ai pris l'exemple d'optimiser la voilure d'un aéronef. Si vous optimisez sa voilure et vous diminuez la consommation de quelques pourcents des avions, l'impact est énorme. Si c'est pour optimiser les batteries électrique, l'impact peut être énorme, etc., etc. Donc en fait, ça va être par des contributions positives de l'algorithmie quantique pour faire plus avec moins.
Et donc là, il y a un champ énorme. Donc nous, je peux mentionner 2 cas très précis. Avec EDF, on a travaillé sur un cas d'usage pour optimiser la planification de la distribution d'énergie d'un grand réseau. Pourquoi? Parce qu'avec l'énergie renouvelable, on pense, et les experts savent, que c'est plus difficile de prévoir des éventuels problèmes qui sont liés au changement climatique, mais dans les courts termes. Et on se souvient tous, en printemps, les blackouts en Espagne, en Portugal. Ça vient de ça. Donc, ce sont des matrices avec un nombre de paramètres gigantesques où il y a des corrélations à trouver qui ne sont pas visibles. Donc, nous, on arrive avec une partie du calcul quantique, pas tout, pour essayer de trouver des corrélations et d'optimiser l'analyse de ces corrélations dans ces grands espaces de paramètres où pratiquement c'est un grand bazar. 1. 2, sur des machines à venir, donc on parle des grosses machines, des supercalculateurs quantiques. Un des cas d'usage plus importants, c'est d'optimiser les process de catalysation de la fabrication de l'ammoniac. C'est très inefficace et ça compte au moins 4% de la consommation CO2 mondiale par an. Seulement ça, parce que c'est un process chimique pas efficace. Et on sait, on a l'algorithme pour modéliser ces molécules et baisser de plusieurs pourcentages l'emprunt. Très simple, mais très difficile à construire. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a une autre question au fond de la salle. Oui. Bonjour. Mami, je suis cryptographe et aussi développeur d'algorithmes pour supercalculateurs. De par ma profession, on suit de très près l'évolution quantique, mais je vois beaucoup de doutes, notamment par exemple le magazine Nature a publié en 2021 que les derniers ordinateurs quantiques pouvaient factoriser 21. Du côté des protéines, puisque vous en parlez des molécules, on a aussi l'évolution de AlphaFold de Google qui a généré des avancées extraordinaires au niveau de la médecine. Qu'est-ce que vous avez à mettre en face de AlphaFold au niveau protéines ou sur les problématiques de factorisation côté cryptographie et mathématiques? Donc aujourd'hui, les calculateurs et les émulateurs n'arrivent pas à travailler sur ces grands espaces de paramètres. Donc on n'arrive pas encore à simuler des zéros en protéines ou tous les orbitaux des molécules. Donc là, on a besoin autour de des 50 à 100 qubits logiques qui eux-mêmes encodent des millions de qubits physiques. Et là, on est sur des dizaines. Donc, on est loin, mais on sait comment les faire. Ça, c'est la chose importante. On ne savait pas comment créer ChatGPT en 2012. Mais là, on sait comment on va calculer ça en 2030. Donc, on n'est pas encore là. Côté cybersécurité, on commence à avoir des cas d'usage où on rajoute du quantique, par exemple, pour certifier la création des clés aléatoires. Il n'y a rien en plus aléatoire du quantique. Et ça, c'est un cas d'usage très près qui est déjà en production chez OVH Cloud. Okay, ça arrive et on commence étape par étape. On n'est pas encore à la factorisation des Shor, heureusement, sinon tous nos cartes bancaires seront déjà volées. Mais il y a aussi des avancées côté quantique qui réduisent le nombre nécessaire de qubits pour les factoriser. Et c'était Google même qui, dans son équipe de recherche quantique, a baissé d'un facteur 20 le nombre de qubits nécessaires. Donc, ils ont rapproché ces milestones en termes de développement quantique. Donc, on n'est pas encore là, mais on a besoin de votre aide aussi pour nous pousser plus loin et trouver des cas d'usage dans les chemins. Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'il y en avait une juste là, Dimitri. Est-ce que tu veux que j'amène le micro, peut-être, pour éviter de courir tout au long de la salle? Madame.
Bonjour à tous, je vous remercie pour cette belle présentation. Alors moi, je travaille dans le domaine de la technologie, un peu comme, enfin, avec une grande boîte de conseils, comme Soprasteria. Et plus précisément, on intègre des solutions comme SAP, ça doit vous parler. Et en fait, ma question, c'est comme l'ordinateur quantique, c'est l'avenir, en quoi ça va changer la manière de travail chez le client, d'un système comme SAP, par exemple? C'est une très bonne question. En fait, le calculateur quantique va faire des choses extraordinaires, mais ne fera pas tout. Aujourd'hui, lorsque on a besoin d'un GPU, en fait, le code se redirige vers un GPU, etc. Cette intégration sans couture espérée, un jour existera peut-être, dans lequel en fait on appellera une quantum process unit, un QPU, sans qu'on s'en rende compte. Mais à date, le calculateur quantique n'est pas là pour ordonnancer. Et pas du tout fait pour ça. Et donc, SAP continuera à fonctionner sur des ordinateurs classiques, dans les locaux du client ou dans le cloud, mais je dirais sur sa fonction principale qui est d'ordonnancer des tâches, il n'aura pas besoin de calculateur quantique. Le calculateur quantique, on l'envisage à date, après, on ne sait pas, mais sur des sujets de simulation ou des sujets d'optimisation. Donc là, il pourrait y avoir une dérivation sur SAP si on se projette avec la supply chain. On pourrait évidemment là faire appel à un moment, mais c'est d'un point de vue métier, à du calcul quantique pour aller plus loin dans l'optimisation de la supply chain. Il fournit déjà des fonctions d'optimisation, mais le calcul quantique nous permettra d'aller encore plus loin. Il me semble qu'il y avait une deuxième question juste devant. Bonjour et merci pour cette présentation. Ma question n'est pas du tout technique, c'est simplement si on parle de quelle période de temps et quel budget pour construire une machine, installer le software et commencer à l'utiliser. Les machines d'aujourd'hui, pour nous, ça prend 10 à 12 mois à être préparées, livrées et 3 à 4 jours à être installées dans un centre, un fournisseur cloud privé. On n'a pas besoin des espaces dédiés, on n'a pas besoin des refroidissements des gaz spéciaux, on n'a pas besoin d'un environnement de recherche. On a beaucoup travaillé pour faire des machines qui sont HPC ready. On les met dans des boîtes, on les livre, déballées, installées et plaguées dans les centres. Les machines à venir, c'est le même principe. Donc, on suit ces travaux parce que l'objectif, comme j'ai dit avant, c'est de les déployer au plus vite, les mettre à disposition. Combien ça coûte? C'est de l'ordre d'un cluster, donc des dizaines à centaines de GPU. Donc, des budgets de quelques millions d'euros parce que ce sont des machines qui encodent des paramètres qui ont les mêmes tailles. Donc, on se positionne côté fournisseur cloud, HPC, dans la même gamme de prix, dans les mêmes budgets. Et donc, soit des financements privés, soit des financements d'État, comme celui de l'Europe, permet des intégrateurs déjà s'approprier de ces machines. Donc, l'Europe, avec les HPC Joint Undertaking, a lancé un programme il y a 14 mois pour créer un réseau de centres supercalculateurs européens, tout connectés, et donner la possibilité à chacun de choisir une machine d'un type différent et les mettre à disposition dans les réseaux. Donc, nous, on était sélectionnés pour livrer une machine au GNC, une machine photonique. Ça va être la machine quantique photonique européenne pour tous les autres partenaires. En Irlande, en Pologne, en Italie, en Allemagne. Donc, on rend tout accès et il y aura des autres types de machines installées chez des autres. Et il y a quoi comme autre type sur le marché? Des supercalculateurs, comme la technologie choisie par Google et IBM, des ions piégés, comme IonQ, et c'est la première boîte qui était publique au Nasdaq il y a 3 ans, 4 ans, et des atomes froids. Il y aura aussi des machines des boîtes quantiques en silicium,
qui, je pense, va être installé dans les 10 mois prochains. Merci. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Oui. Monsieur, au fond de la salle. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. J'aurais une question pour Monsieur Prode en ce qui concerne Soprasteria. Comment accompagnez-vous les entreprises au niveau des familles quantiques? Donc, je parle évidemment des calculateurs, mais aussi de la communication ou de la métrologie. Qu'est-ce que vous faites à l'heure actuelle? Alors, sur la partie... donc, notre cœur de métier, c'est le numérique. Donc, sur la partie capteur, en fait, on s'y intéresse parce qu'en fait, on a une équipe en charge de tout ce qui va être ce qu'on appelle IoT, hein, les objets de l'Internet. Et donc, effectivement, la seconde révolution quantique nous amène une nouvelle famille de capteurs beaucoup plus précis que ce qu'on avait auparavant et donc pouvant amener de nouveaux usages et intéressant nos clients. Hein. Donc, mais on ne s'y intéresse pas pour les développer, on s'y intéresse en fait pour les intégrer à une solution plus globale. Sur la partie réseau et la possibilité de sécuriser plus encore un réseau avec le quantique, avec des clés distribuées quantiques, on est un peu loin de notre métier du cœur numérique. Alors, derrière la terminologie intégrateur, en fait, il y a plein de nuances d'intégrateurs. Donc, pour le cas de mon entreprise, on est très focus sur le numérique. Donc, aujourd'hui, nous n'intégrons pas de solutions de clés distribuées quantiques pour sécuriser les réseaux. C'est plutôt des opérateurs qui aujourd'hui le proposent dans le monde. Il y a déjà des offres publiques pour proposer de sécuriser plus encore des liens physiques, que ce soit des faisceaux hertziens ou de la fibre. Donc, on revient sur la partie purement numérique. Donc, comme nous, on a une activité importante dans la SIM et dans l'Optime, en fait, globalement, on a déjà des clients qui ont des problèmes. On n'invente pas un nouveau problème de simulation. C'est-à-dire que si vous avez un problème de simulation, c'est que vous faites de la R&D ou alors on fait de la simulation aussi dans la finance, typiquement pour simuler les risques sur un bilan. Mais vous n'inventez pas le sujet, vous l'avez déjà. Et on ne part pas de rien parce qu'en général, on ne se dit pas j'ai pas encore le moyen d'avoir la solution parfaite, donc je ne fais rien. Donc c'est développer en fait tout un éventail d'algorithmes permettant d'aller chercher des optimums à une solution sans avoir nécessairement l'optimum. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas le calculateur quantique qu'on ne fait rien. Mais le calcul quantique nous permettra de créer une rupture et d'aller encore plus loin. Donc en fait, tout est en place. C'est-à-dire que les sujets d'Optime et de SIM existent déjà et quand nos clients nous font confiance pour qu'on les traite, on les connaît, quoi. Et donc, dans ces cas-là, on le prend et on dit, tiens, ça serait intéressant de regarder avec le calcul quantique comment... Voilà. Donc, sur le sujet, par exemple, de l'Optime des réseaux, on a mis quelque chose en prod qui est un recuit simulé, classique. C'est un algorithme qui a dû être développé dans les années 50 pour la recherche opérationnelle. Donc, c'est une discipline qui a été lancée d'abord par les militaires. Et donc, les gens qui sont spécialisés en recherche opérationnelle connaissent très, très bien cet algorithme qui fonctionne bien. Mais si on peut le faire fonctionner sur une machine quantique, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, Nicolo. C'était une table ronde sur le quantique qu'on résumera comme étant une révolution qui est en marche et qui n'attend finalement plus que vous soyez talent, client ou partenaire. Alors n'hésitez plus. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les remonter aux personnes qui ont pris la parole aujourd'hui ou à moi-même. On se fera le plaisir de faire un petit débrief a posteriori. Je tiens à remercier aussi Dimitri Mauger, qui est responsable accompagnement opérationnel chez BPI France Le Hub et qui a imaginé cette table ronde en travaillant auprès des Deep Tech au quotidien. Donc merci beaucoup Dimitri pour cette initiative. Très belle journée à tous, bon gig. Merci. Et à bientôt.